Ma femme m'a quitté après que j'ai perdu mon entreprise de construction. Tu es un raté fauché, a-t-elle déité. À 48 ans, j'ai donné mon sang pour $50. L'infirmière a vérifié mon échantillon et s'est figée. Monsieur, votre sang est RH nul, sang doré. Seulement 43 personnes sur Terre l'ont. Quelques minutes plus tard, un médecin est entré en urgence. Un milliardaire à Monaco va mourir sans votre type de sang. Sa famille offre. Le montant m'a fait faiblir les genoux. Puis il a ajouté, nous avons aussi analysé votre ADN. Et avons trouvé quelque chose de choquant. Je me tenais dans ce centre de don de plasma exigu, l'estomac gargouillant après 3 jours sans repas correct, quand le visage de l'infirmière est devenu blême en fixant mon échantillon de sang. Monsieur Raffort, a-t-elle murmuré en s'éloignant du microscope. Je dois aller chercher le directeur. Maintenant. C'est à ce moment-là que ma vie s'est scindée en deux. Avant que je sache ce qui coulait dans mes veines, et après. Les néons au-dessus de moi grésillaient, durs et impitoyables, donnant à tout un air encore plus misérable que ça ne l'était déjà. Je m'appelle Colton Raffort, et il y a 6 mois, je possédais une entreprise de démolition d'une valeur de 8 millions de dollars. J'avais des équipes dans 3 États, des contrats gouvernementaux, et une femme qui adorait raconter à ses amis du club de lecture notre résidence secondaire à Aspen. Mais là, debout dans ce centre de don de plasma de la rue Buchanan, regardant une infirmière d'une vingtaine d'années observer mon sang comme si elle avait découvert une forme de vie extraterrestre, je n'étais qu'un homme d'âge mûr fauché de plus, essayant de rassembler $50. Monsieur, s'il vous plaît, ne bougez pas, a dit l'infirmière, et j'ai remarqué que ses mains tremblaient tandis qu'elle décrochait le téléphone de bureau. Son badge indiquait Kelly, et elle n'avait été que gentillesse avec moi depuis que j'étais entré, embarrassé et désespéré, remplissant des formulaires qui posaient des questions comme « Quand avez-vous mangé un repas complet pour la dernière fois ?» J'avais menti sur celle-là. 3 jours sonnaient mieux que 5. Y a-t-il un problème avec mon sang, ai-je demandé, et ma voix s'est brisée car, soudain, je pensais aux maladies, au cancer, à toutes les façons dont le corps d'un homme peut le trahir quand il a déjà tout perdu. Suis-je malade? Non, monsieur Raffort, vous n'êtes pas malade, a dit Kelly. Mais elle composait déjà un numéro, ses doigts tâtonnant sur les touches. C'est juste que votre sang est. Elle s'est interrompue, m'a jeté un coup d'œil, puis a parlé rapidement dans le téléphone. Docteur Brennan, vous devez venir au poste 3 immédiatement. Oui, tout de suite. J'ai un donneur avec du sang RH nul. Je ne savais pas ce que RH nul signifiait, mais la façon dont elle l'a dit, comme si elle annonçait avoir trouvé le Saint Graal dans une poche de collecte en plastique, m'a serré la poitrine. Autour de nous, d'autres donneurs étaient assis dans des fauteuils inclinables usés, faisant défiler leur téléphone ou fixant la télévision murale qui diffusait une émission matinale. Aucun d'eux ne savait que le plus grand perdant de la pièce était sur le point de découvrir qu'il portait de l'or liquide dans ses veines depuis 48 ans. Kelly, c'est quoi, RH nul, ai-je demandé, mais elle raccrochait déjà, sortant un deuxième kit de collecte avec des gestes qui étaient passés de routiniers à révérencieux. Monsieur Raffort, le sang RH nul est le groupe sanguin le plus rare au monde. Seules 43 personnes sur Terre ont été documentées avec ce sang. Votre sang peut sauver des gens qui mourraient sans lui. Des gens qui n'ont aucun autre donneur compatible, aucun autre espoir. 43 personnes sur 8 milliards. J'ai baissé les yeux vers mon bras, où l'aiguille était fixée avec du ruban adhésif sur ma peau, vers le mince tube transportant du sang rouge foncé dans une poche médicale, et j'ai essayé de comprendre comment Colton Raffort, l'homme à qui sa femme avait craché au visage et qu'elle avait traité de bon à rien 2 semaines auparavant, pouvait soudainement être l'un des êtres humains les plus rares de la planète. La porte s'est ouverte brusquement, et un homme grand et mince en blouse blanche s'est précipité à l'intérieur. Le docteur Brennan, selon son badge, et il m'a regardé comme des archéologues doivent regarder des pyramides non découvertes. Monsieur Raffort, je suis le docteur Brennan, le directeur médical ici. Kelly, vous êtes certaine? Je l'ai testé 3 fois. Docteur, c'est RH nul. Il a tiré une chaise juste à côté de mon fauteuil, assez près pour que je puisse sentir son haleine de café, et ses yeux brillaient d'une excitation qui semblait déplacée dans ce centre de dons déprimant où les gens vendaient des morceaux d'eux-mêmes pour payer leur loyer. Monsieur Raffort, je dois vous poser quelques questions. Quelqu'un dans votre famille a-t-il déjà mentionné avoir un sang rare? Des antécédents médicaux inhabituels? Ma mère est morte quand j'avais 2 ans, ai-je dit. Accident de voiture. Mon père n'a jamais rien mentionné sur les groupes sanguins. C'est juste un ingénieur ferroviaire à la retraite,
il vit dans un duplex à Topeka. Nous devons faire un bilan complet immédiatement, a dit le docteur Brennan. Mais son téléphone a vibré, et quand il a regardé l'écran, son expression a changé. C'est impossible. Comment pourrait-il déjà savoir? Savoir quoi, ai-je demandé. Mais il était debout, arpentant la pièce maintenant, parlant rapidement à quelqu'un au téléphone en termes médicaux que je ne comprenais pas. Je n'ai saisi que des fragments. Oui, confirmé RH nul. Et il est ici maintenant, et je comprends l'urgence. J'ai pensé à sortir, à prendre mes $50 et à partir avant que tout cela ne devienne plus compliqué. Mais ensuite, j'ai pensé à mon fils, Bryce, qui essayait de finir l'université pendant que sa mère lui répétait quotidiennement à quel point son père était devenu une déception. J'ai pensé à mon frère Vaughn, qui faisait semblant que ça ne le dérangeait pas que je mange sa nourriture et que j'utilise son électricité. J'ai pensé à mon père, Russell Rafford, qui avait travaillé toute sa vie de ses mains et m'offrait maintenant l'argent de sa sécurité sociale parce que son fils avait tout perdu. Monsieur Rafford, a dit le docteur Brennan en terminant son appel, quelqu'un vient vous parler. Quelqu'un qui va vous faire une offre qui changera votre vie. Je ne comprends rien à tout ça, ai-je dit, et j'ai détesté à quel point ma voix semblait faible. À quel point elle semblait vaincue. Ce matin, je me suis réveillé sur le canapé de mon frère avec $38 en poche. Je suis venu ici pour vendre mon plasma afin de pouvoir acheter de l'essence et des nouilles ramen. Maintenant, vous me dites que mon sang est spécial? Pas seulement spécial, monsieur Rafford. Votre sang est précieux. Et en ce moment même, il y a un homme qui se meurt à Monaco et qui a besoin de ce que vous avez. Sa famille envoie déjà un représentant. Elle sera là dans 10 minutes. Monaco. Je savais que c'était en Europe. Je savais que c'était là que les riches gardaient leur yacht et dilapidaient des fortunes au jeu. C'était le genre d'endroit que Malora avait toujours rêvé de visiter, à l'époque où elle pensait que je pouvais lui offrir cette vie. L'aiguille dans mon bras semblait soudain plus lourde, plus significative, comme si elle extrayait quelque chose de plus que du simple sang. Il y a plus, a dit le docteur Brennan, et quelque chose dans son ton m'a fait me concentrer sur son visage. Lorsque nous avons identifié votre statut RH nul, notre système a automatiquement lancé une analyse génétique. C'est le protocole pour les groupes sanguins rares. Monsieur Rafford, nous avons trouvé quelque chose dans votre ADN qui ne correspond pas à l'historique familial que vous avez déclaré. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que, génétiquement, vous présentez des marqueurs compatibles avec une lignée européenne très spécifique. Une famille qui a été largement documentée en raison de ses caractéristiques sanguines uniques. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, la porte s'est de nouveau ouverte, et une femme est entrée, vêtue d'un tailleur qui coûtait probablement plus cher que la valeur de mon camion avant que la banque ne le saisisse. Elle avait peut-être 40 ans, les cheveux sombres tirés en arrière et des yeux qui m'évaluaient comme si j'étais une transaction commerciale. Monsieur Rafford, je m'appelle Lucia Corveo. Je représente la famille Marot de Monaco. Nous devons discuter de votre sang, de votre histoire familiale et d'une offre qui va vous paraître impossible, mais je vous assure qu'elle est bien réelle. Et c'est là que mon histoire a vraiment commencé. Pas quand j'ai perdu mon entreprise, ni quand ma femme est partie, ni quand j'ai touché le fond. Elle a commencé au moment où j'ai appris que, parfois, ce qui vous sauve a été à l'intérieur de vous depuis le début, attendant que vous soyez assez désespéré pour le découvrir. 6 mois plus tôt, j'étais Colton Rafford, propriétaire de Rafford Démolition Service, avec 14 équipes travaillant dans 3 États. J'avais une maison avec piscine, une femme qui adorait organiser des dîners, et mon fils Bryce en 2e année à l'université d'État. La vie n'était pas parfaite, mais c'était la mienne. Le matin où tout a commencé à s'effondrer, j'étais sur le site du centre commercial de Bridgewater, un café dans une main, les plans dans l'autre. L'ancien grand magasin Brennanès était vide depuis 12 ans, une bête de briques de 4 étages qui devait être démolie pour que la ville puisse construire son nouveau complexe commercial. C'était un projet de 20 millions de dollars, et mon entreprise avait remporté l'appel d'offres face à 3 plus grandes firmes. Colton, j'ai tout vérifié 3 fois, avait dit mon chef de projet, Denny Ulbrook, agitant les permis comme un drapeau. Denny travaillait avec moi depuis 8 ans. Il connaissait la démolition comme certains connaissent les écritures. La ville a validé toutes les coupures de service, gaz, électricité, eau. Tout a été déconnecté et scellé. J'ai fait confiance à Denny. C'était ma première erreur. Ma deuxième a été de ne pas inspecter le sous-sol moi-même une dernière fois.
Ma troisième a été d'être trop fier d'avoir décroché le plus gros contrat de l'histoire de mon entreprise pour poser les questions qui auraient pu tout sauver. La démolition était d'une perfection classique, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Les charges ont explosé en séquence. Le bâtiment s'est effondré exactement comme prévu, se repliant sur lui-même comme un château de cartes. Mais lorsque la poussière a commencé à se dissiper, nous avons entendu le sifflement. Puis est venue l'odeur de gaz naturel, âcre et anormale. Tout le monde en arrière, ai-je crié, et mon équipe s'est dispersée. La conduite de gaz que nous avions sectionnée ne figurait sur aucun plan de la ville. Elle avait été installée en 1962 par une entreprise qui n'existait plus, alimentant une partie du vieux centre-ville qui avait été réaménagé 3 fois depuis. Personne ne savait qu'elle était là, parce que personne en vie ne se souvenait de son installation. Dieu merci, personne n'a été blessé. Les pompiers ont évacué 6 pâtés de maisons. La compagnie de gaz a dû effectuer des coupures d'urgence sur la moitié du quartier des affaires. Le journal de 23 heures a ouvert avec des images aériennes de ma catastrophe. Le journaliste prononçait des mots comme « négligence » et « surveillance catastrophique », tandis que le logo de mon entreprise était clairement visible sur chaque casque. Les poursuites ont commencé la semaine suivante. La ville réclamait 10 millions de dollars de dommages et intérêts. La compagnie de gaz en voulait 5 millions. Chaque entreprise qui avait perdu une journée de revenus voulait une compensation. Ma compagnie d'assurance a envoyé une équipe d'avocats qui ont passé 3 jours à éplucher nos documents avant de rendre leur verdict dans ma propre salle de conférence. La police stipule clairement que tous les permis doivent être vérifiés de manière indépendante, avait dit l'avocat principal en faisant glisser des papiers sur la table. Votre signature figure sur des documents attestant que toutes les installations souterraines ont été cartographiées et dégagées. Puisque ce n'était pas le cas, nous refusons la couverture. Mais la ville nous a donné les mauvaises informations, ai-je dit, la voix montant. Leur plan était faux. Alors vous auriez dû vérifier de manière indépendante. C'est dans votre contrat, monsieur Raffort. Page 47, sous-section 12. En moins de 4 mois, tout avait disparu. L'entreprise que j'avais bâtie en 20 ans, dissoute. La maison que j'avais achetée à la naissance de Bryce, saisie. Les camions, l'équipement, tous vendus aux enchères pour payer une fraction de ce que je devais. Mes comptes professionnels gelés, mon crédit détruit. Malora a tenu exactement 2 semaines après l'arrivée de l'avis de saisie. Je dois rester chez ma sœur Patricia pendant un certain temps, avait-elle annoncé un matin, déjà habillée, ses valises près de la porte. Patricia est arrivée dans sa Mercedes. Elle n'est même pas entrée. J'ai besoin de temps pour réfléchir à nous, Colton. Réfléchir à nous, Mel. J'ai besoin de toi maintenant plus que jamais. C'est dans ces moments que les gens mariés se soutiennent. Elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, comme si j'étais quelque chose de collé à sa chaussure. Je n'ai pas épousé un perdant, Colton. Tu as 48 ans, et tu es sur le point de devenir sans-abri. Tu ne peux même plus te permettre de m'emmener dîner. Elle a pris sa boîte à bijoux, celle que je lui avais achetée pour notre 15e anniversaire. Tu sais ce que tu es maintenant? Tu n'es qu'un autre raté d'âge mûr et fauché qui n'a pas réussi. 22 ans, Mel. Nous sommes mariés depuis 22 ans, et pendant 21 d'entre eux, tu as eu du succès. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Mon avocat enverra les papiers. Ne conteste pas, Colton. Laisse-moi juste partir avec la dignité qu'il te reste. Après son départ, je suis resté assis dans notre maison vide, entouré de boîtes de choses que je ne pouvais pas me permettre de stocker, et j'ai appelé mon frère Vaughn. Viens rester avec moi, a-t-il dit immédiatement. Le sous-sol n'est pas grand-chose, mais il est chaud et sec. Vaughn dirigeait une petite entreprise de réparation de CVC. Il gagnait assez bien sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille, mais pas assez pour que le fait d'avoir son grand frère raté dormant dans son sous-sol ne soit pas un fardeau. Sa femme, Denise, essayait d'être gentille, mais je pouvais voir la tension dans ses yeux quand elle mettait une assiette supplémentaire à table. Mon père, Russell Raffort, appelait tous les quelques jours de Topeka. Fils, j'ai environ 12 000 $ d'économie, offrait-il, sa voix rauque de l'émotion qu'il n'avait jamais su exprimer. C'est à toi si tu en as besoin. Papa, tu as 73 ans et tu vis de la sécurité sociale. Je ne vais pas prendre ton argent. Tu es mon garçon, Colton. Laisse-moi t'aider. Je vais m'en sortir, papa. Je l'ai toujours fait.
Mais je ne m'en étais pas sorti. En janvier, il me restait mes 40 derniers dollars, mangeant des nouilles ramen 2 fois par jour. Postulant à des emplois pour lesquels j'étais soit surqualifié, soit trop vieux pour les obtenir. Le poste de contremaître en bâtiment à Davenport était ma dernière vraie chance, mais j'avais besoin d'argent pour l'essence pour me rendre à l'entretien. C'est là que j'ai vu le panneau devant le centre de plasma Biolif. Nouveau donneur, 50 dollars la première visite. 50 dollars pour quelque chose que mon corps produisait gratuitement. Cela semblait être une métaphore parfaite de la profondeur de ma chute. De la signature de contrat d'1 million de dollars à la vente de mon sang pour de l'argent d'épicerie. De Colton Rafford, un homme d'affaires prospère, à un simple homme désespéré n'ayant plus rien à vendre que lui-même. En janvier, il ne me restait plus que 40 dollars. Le sous-sol de la maison de Vaughan était devenu mon univers entier. Un canapé lit avec un ressort cassé qui me rentrait dans le dos, une table pliante où je prenais mes repas et une petite fenêtre qui laissait voir juste assez de ciel pour me rappeler qu'il y avait encore un monde à l'extérieur. Chaque matin, je me réveillais au son des enfants de Vaughan se préparant pour l'école à l'étage, leurs pas me rappelant la vie normale qui se déroulait au-dessus de moi, tandis que je me cachais en bas comme quelque chose de honteux. Bryce avait appelé la veille, essayant de paraître décontracté, mais je pouvais entendre l'inquiétude transparaître à travers sa gaieté forcée. Papa, j'ai réfléchi. Je peux prendre un semestre de congé, trouver un travail. Il y a une entreprise de construction ici qui embauche. Absolument pas, lui ai-je dit, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Il te reste 3 semestres avant d'obtenir ton diplôme. Tu restes à l'école. Mais papa, j'ai entendu maman parler à tante Patricia. Elle a dit que tu vis dans le sous-sol de l'oncle Vaughan, que tu manges des nouilles ramen tous les jours, que tu n'as même pas d'argent pour l'essence. La trahison de Malora, discutant de ma situation comme d'un ragot, piquait plus que la faim. Ta mère ne sait pas tout de ma situation, Bryce. Je vais bien. J'ai un entretien la semaine prochaine à Davenport. Un grand projet commercial. Ils ont besoin d'un contremaître avec de l'expérience. Papa, laisse-moi juste t'aider. Je peux t'envoyer quelque chose de l'argent de mon travail études. Bryce, arrête. Je suis ton père. Je m'occupe de toi, pas l'inverse. Concentre-toi sur tes études. Promets-le-moi. D'accord, papa. Je te le promets. Après avoir raccroché, j'avais fixé le plafond jusqu'à 3 heures du matin, calculant et recalculant. 40 dollars dans mon portefeuille. L'entretien de Davenport était dans 3 jours, à 90 miles de là. L'essence coûterait au moins 30 dollars. Il restait 10 dollars pour la nourriture pour le reste de la semaine. Les mathématiques de la pauvreté étaient simples et cruelles. Le lendemain matin, Vaughan est parti tôt pour un travail. Denise préparait les enfants pour l'école, et je pouvais l'entendre au téléphone avec sa mère. Non, maman. Il essaie. Il postule à des emplois tous les jours, mais qui va embaucher un ancien propriétaire de 48 ans pour un travail de premier échelon? Ils savent qu'il partira à la seconde où quelque chose de mieux se présentera. J'ai attendu qu'ils soient tous partis avant de monter. Le garde-manger contenait quelques boîtes de soupe que je ne toucherais pas. C'était leur nourriture, pas la mienne. Il ne restait que 2 paquets des nouilles ramen que j'avais achetés la semaine dernière. J'en ai mélangé un avec de l'eau chaude, je l'ai mangé debout à l'évier, et j'ai essayé de ne pas penser au steak que je faisais griller le week-end. C'est là que j'ai vu le panneau lors de ma promenade vers la bibliothèque, où j'utilisais le Wi-Fi gratuit pour postuler à des emplois. Centre de plasma Biolif, nouveau donneur, 50 dollars la première visite. Je suis resté dehors pendant 10 minutes à regarder les gens entrer et sortir. Certains ressemblaient à des étudiants, le faisant probablement pour de l'argent de poche. D'autres me ressemblaient, d'âge moyen, fatigués, portant ce poids particulier de l'échec sur leurs épaules. 50 dollars signifiait de l'essence pour Davenport. Cela signifiait peut-être avoir un vrai repas avant l'entretien pour ne pas avoir l'air aussi désespéré que je l'étais. Cela signifiait acheter quelques jours de plus pour prétendre que je pouvais sortir de ce trou. Je suis entré à 8 heures du matin ce mardi-là, j'ai rempli les papiers avec des mains qui tremblaient légèrement. Les questions étaient indiscrètes, humiliantes. Avez-vous mangé aujourd'hui? Non. Avez-vous actuellement un emploi? Non. Ce don est-il pour un besoin financier personnel? Oui. La salle d'attente sentait le désinfectant et la défaite. Une femme en face de moi lisait un roman d'amour,
essayant de donner l'impression qu'elle était là par choix. Un jeune homme en bottes de chantier dormait dans son fauteuil, probablement entre 2 quarts de travail. Nous faisions tous semblant que c'était normal, que vendre des morceaux de nous-mêmes n'était qu'une course de plus un mardi matin. Colton Rafford. Une infirmière a appelé mon nom. Kelly, d'après son badge, elle avait peut-être 25 ans. Jolie, de cette manière fraîche qui me faisait sentir chacun de mes 48 ans. Première fois? Ouais. Je n'aurais jamais pensé être ici. Elle m'a conduit à un fauteuil inclinable, a commencé à préparer l'aiguille. Il n'y a pas de honte à ça, monsieur Rafford. Vous aidez à sauver des vies. De plus, tout le monde a besoin d'un peu d'aide parfois. Certains plus que d'autres, ai-je dit, la regardant tapoter mon bras pour trouver une veine. Vous seriez surpris. La semaine dernière, nous avons eu un avocat ici, le mois d'avant un médecin. Les temps difficiles ne font pas de discrimination. L'aiguille est entrée en douceur, et j'ai regardé mon sang couler à travers le tube dans la poche de collecte. Rouge foncé, presque violet sous la dure lumière fluorescente. Mon père donnait son sang régulièrement quand j'étais enfant, il m'emmenait aux collectes de la Croix-Rouge au VFW. C'est ce que font les gens bien, disait-il, mais il donnait pour aider les autres. Je le faisais pour $50. Votre sang a l'air vraiment sain, a dit Kelly, en vérifiant le débit. Bonne couleur, bonne consistance. Puis elle a froncé les sourcils, s'est penchée plus près de la poche de collecte. C'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Elle a retiré un petit flacon de la ligne, l'a tenu à la lumière. Je dois faire un test rapide. Procédure standard. Rien d'inquiétant. Elle a emmené le flacon vers une machine dans le coin, a mis une goutte sur une lame, a regardé à travers un microscope. J'ai vu son langage corporel changer, un redressement de la colonne vertébrale, une rapide inspiration. Elle a regardé à nouveau, puis une troisième fois, puis s'est éloignée du microscope comme s'il lui avait montré quelque chose d'impossible. Monsieur Rafford, a-t-elle murmuré, se tournant vers moi avec des yeux écarquillés. Je dois aller chercher le directeur tout de suite. S'il vous plaît, ne bougez pas. Ne débranchez rien. C'est important. Suis-je malade? Y a-t-il un problème? Non, monsieur. Il n'y a rien de mal. Tout est sur le point d'aller très bien. Monsieur Rafford, je vous demande de rester très calme, dit Kelly, sa voix maintenant différente. Urgente, professionnelle, comme si elle venait de découvrir quelque chose qui changeait toutes les règles. Je vais chercher le docteur Brennan immédiatement. Y a-t-il un problème? Suis-je malade? Les questions sortirent brusquement, car soudain, tous les pires scénarios inondaient mon esprit, cancer, VIH, une maladie rare qui achèverait ce que la perte de tout avait commencé. Non, monsieur, s'il vous plaît, ne partez pas. Elle courut pratiquement jusqu'à la porte, me laissant seul avec la pompe régulière de la machine qui prélevait mon sang. Autour de moi, d'autres donneurs faisaient défiler leur téléphone, inconscients du drame qui se déroulait dans mon fauteuil. La télévision continuait de parler des taux hypothécaires, et j'ai presque ri de l'ironie. Le docteur Brennan arriva en quelques minutes, un homme grand et mince qui regarda mon échantillon de sang, puis son écran d'ordinateur, puis de nouveau l'échantillon comme s'il résolvait une équation qui ne devrait pas exister. Monsieur Rafford, nous devons faire un bilan complet immédiatement. Je n'ai pas les moyens de payer des tests. Sans frais. C'est extraordinaire. Il approcha une chaise, s'asseyant assez près pour que je puisse sentir l'excitation qu'il essayait de contenir. Votre groupe sanguin est RH nul. Nous l'appelons le sang en or. Seules 43 personnes sur Terre ont été documentées avec ce type. Je le fixais, essayant de comprendre des mots qui sonnaient comme de la science-fiction. Est-ce mauvais? Mauvais? Monsieur Rafford, votre sang peut sauver toute personne ayant un groupe sanguin rare au sein du système RH. Il est universel pour les personnes qui, autrement, n'ont aucun donneur. Vous êtes littéralement 1 sur 200 millions. Son téléphone vibra. Il répondit, parlant rapidement à quelqu'un, ses yeux ne me quittant jamais. Oui, confirmé RH nul. Il est ici maintenant. Je comprends l'urgence. Il raccrocha immédiatement, composant un autre numéro. Nous venons de recevoir une demande urgente. Il y a une situation en développement. Quel genre de situation? Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Une femme dans un costume cher entra comme si elle possédait le bâtiment.
Tout en elle criait « Argent !» de ses chaussures en cuir italien au sac Hermès qu'elle portait comme une arme. Docteur Brennan, Mademoiselle Corvallo, voici Monsieur Raffort. Elle se tourna vers moi et je vis le désespoir sous son calme professionnel. Monsieur Raffort, je m'appelle Lucia Corvello. Je représente la famille Marot de Monaco. Henri Marot est en train de mourir. Il a besoin d'une transfusion dans les 12 heures. Et vous êtes le seul donneur compatible que nous ayons trouvé en Amérique du Nord. Monaco? C'est en Europe. Le jet de la famille attend à l'aéroport exécutif. Monsieur Raffort, les Marot sont prêts à offrir 2 millions de dollars pour votre coopération immédiate. 2 millions. Le chiffre me frappa comme un coup physique. Je regardai mon bras, l'aiguille extrayant le sang que j'allais vendre pour 50 dollars. Pour mon sang, pour sauver la vie d'Henri. Mais nous devons partir maintenant. Chaque minute compte. C'est insensé. Ce matin, je me suis réveillé fauché dans le sous-sol de mon frère. Maintenant, vous me dites que quelqu'un va payer 2 millions de dollars pour mon sang? Monsieur Raffort, dit-elle en s'asseyant en face de moi, sa voix s'adoucissant légèrement. Henri Marot est l'un des hommes les plus riches d'Europe. Son empire maritime emploie 30 000 personnes. Il a des enfants, des petits-enfants. Il cherche un donneur compatible depuis 3 ans. Vous n'êtes pas seulement du sang pour lui. Vous êtes l'espoir. J'ai pensé à Bryce essayant de finir l'université. À mon père, trop fier pour me laisser le voir s'inquiéter. À Vaughan et Denise, prétendant que ce n'était pas un fardeau de me nourrir. 2 millions de dollars changeraient tout. Mais quelque chose ne collait pas. Pourquoi l'urgence s'il cherche depuis 3 ans? Il a eu un incident hier. Une hémorragie interne due à une condition qui était gérée depuis des années. Il a besoin d'une intervention chirurgicale, mais sans sang compatible pour la transfusion, l'opération le tuera. Nous avons peut-être 10 heures pour vous y amener. Et le test ADN, demandai-je au docteur Brennan, me souvenant que Kelly avait mentionné quelque chose à propos de tests supplémentaires. Il hésita, jetant un coup d'œil à Mademoiselle Corvello. Ça peut attendre. Non, interrompit-elle, me surprenant. Dites-le lui. Il mérite de savoir avant de décider. Le docteur Brennan afficha quelque chose sur sa tablette, me montrant un tableau complexe qui aurait tout aussi bien pu être des hiéroglyphes. Lorsque nous avons identifié votre stature nulle, nous avons effectué un panel génétique complet. C'est le protocole standard pour les groupes sanguins rares. Mais nous avons trouvé autre chose, c'est que vous avez des marqueurs génétiques qui indiquent. Monsieur Raffort, votre mère a-t-elle déjà mentionné quelque chose d'inhabituel à propos de votre naissance? Ma mère est décédée quand j'avais 2 ans. Accident de voiture. Pourquoi? Et votre père ne s'est jamais remarié? Non. Qu'est-ce que cela a à voir avec mon sang? Mademoiselle Corvallo s'avança. Monsieur Raffort, les marqueurs génétiques que le docteur Brennan a trouvés correspondent à une lignée très spécifique. La famille Marot recherche des parents de sang depuis 30 ans. Henri Marot avait un frère cadet, Vincent, qui a disparu en 1973. Ma bouche s'assécha. Donc Vincent Marot est venu en Amérique et a changé son nom en Russell Raffort. Monsieur Raffort, l'homme que l'on vous demande de sauver, Henri Marot, est le frère de votre père, votre oncle. La pièce se mit à tourner. C'est impossible. Mon père est né au Kansas. Ses parents étaient fermiers. Votre père est né Vincent Marot à Marseille. Il a fui la France après un conflit familial au sujet de l'héritage. Il s'est créé une identité entièrement nouvelle. Elle sortit une vieille photographie jaunie sur les bords. 2 jeunes hommes debout près d'un yacht, des coupes de champagne levées, souriant à quelque chose hors champ. L'un était clairement une version plus jeune de l'homme dans les dossiers médicaux qu'elle m'avait montrés. L'autre me fit sursauter. Papa. Le mot sortit comme un murmure. C'était lui. Mon père, Russell Raffort, âgé peut-être de 25 ans, portant des vêtements que je ne l'avais jamais vu pouvoir s'offrir, debout à côté d'un yacht plus grand que la maison de mon frère. Votre père a tourné le dos à l'une des plus grandes fortunes maritimes d'Europe, dit doucement Madame Corvallo. Henri a respecté son choix, n'a jamais essayé de forcer le contact, mais maintenant Henri est mourant et ses enfants ne partagent pas le groupe sanguin rare. Seule la lignée de Vincent le porte. Mon père est Russell Raffort de Topeka, dis-je, mais même en le disant, des pièces du puzzle se mettaient en place. Le fait qu'il n'ait jamais parlé de son enfance.
Pas de photos avant 1975. La façon dont il marmonnait parfois dans son sommeil dans ce que j'avais pris pour du charabia mais qui aurait pu être du français. Sa réaction étrange chaque fois que je posais des questions sur mes grands-parents, changeant toujours de sujet, trouvant toujours quelque chose d'urgent à faire. Appelez-le, suggéra doucement le docteur Brennan. Demandez-lui vous-même. Mes mains tremblaient en sortant mon téléphone, le même téléphone que j'utilisais ce matin-là pour postuler à des emplois au salaire minimum. Je composais le numéro que je connaissais depuis toujours, attendant que ça sonne une fois, 2 fois, 3 fois. Colton, tout va bien? Papa, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin de la vérité. Papa, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin de la vérité. Ton vrai nom est-il Vincent Marot? Le silence dura si longtemps que je crus qu'il avait raccroché. J'entendais sa respiration, lente et délibérée, la façon dont il respirait quand il soulevait quelque chose de lourd ou réfléchissait à un problème. Puis, d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, plus vieille et plus triste, et portant un accent que je n'avais jamais remarqué, il parla, « Comment l'as-tu découvert ?» Ces 4 mots ont tout changé. Mon père, Russell Rafford, l'homme qui m'a appris à utiliser un marteau, qui avait travaillé 40 ans pour les chemins de fer, qui vivait dans un duplex et découpait des coupons, était quelqu'un de complètement différent. Je suis assis dans un centre de don de plasma, papa. Ils ont trouvé quelque chose dans mon sang. Il y a un homme à Monaco qui en a besoin. Henri Marot. Henri? Le nom est sorti brisé, comme un os qui se casse enfin après des années de pression. Henri est en train de mourir. Papa, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que j'ai choisi d'être Russell Rafford. J'ai choisi ta mère. J'ai choisi l'Amérique. J'ai choisi de construire quelque chose de mes propres mains au lieu d'en hériter. Vincent Marot est mort en 1973. Colton, je l'ai tué le jour où je suis monté dans cet avion pour New York. Mais Henri Marot est ton oncle, et il est en train de mourir, papa. C'est un homme bon, dit mon père. Et je pouvais entendre 40 ans d'émotion refoulées dans ces 4 mots. Nous avions nos différends, mais il fait partie de la famille. La dispute n'a jamais vraiment porté sur l'argent, tu sais. C'était une question de liberté. Ils voulaient que je sois quelqu'un que je ne pouvais pas être. Ils offrent 2 millions de dollars, papa. Il a ri, vraiment ri, et pour la première fois, j'ai entendu l'homme qu'il devait être avant de devenir Russell Rafford. Henri a toujours aimé les grands gestes. Quand nous étions jeunes, il a une fois acheté toutes les fleurs de Nice parce qu'une fille avait mentionné qu'elle aimait les roses. Il a rempli tout le hall de son immeuble. Papa, j'ai besoin de connaître la vérité. Toute la vérité. Viens me voir après avoir sauvé mon frère. Je te dirai tout alors, mais Colton, vas-y, prends leur argent. Sauve Henri. Et dis-lui que Vincent lui a pardonné il y a 40 ans. Dis-lui que j'ai nommé mon fils d'après l'Ouest américain parce que je voulais que tu sois aussi libre que je me suis senti le jour où j'ai vu ces grands espaces pour la première fois. Papa. Va, mon fils. Certaines choses sont plus grandes que notre passé. J'ai raccroché et regardé mademoiselle Corvallo. J'irai, mais je veux tout comprendre. Vous comprendrez, dit-elle, déjà au téléphone pour organiser le transport. La voiture sera là dans 5 minutes. Le docteur Brennan retira soigneusement l'aiguille de mon bras, et Kelly pensa l'endroit avec un soin extraordinaire, comme si elle manipulait quelque chose de précieux. Vous êtes sur le point de sauver une vie, monsieur Rafford. Peut-être plus d'une. Le trajet jusqu'à l'aéroport exécutif était surréaliste. Mademoiselle Corvallo était assise en face de moi dans l'intérieur en cuir d'une Bentley, passant des appels en français rapide. J'ai plusieurs fois entendu le vrai nom de mon père, Vincent, et cela sonnait comme un étranger. Le jet était déjà en marche quand nous sommes arrivés, un élégant avion blanc avec Marot Industries écrit en petites lettres près de la queue. Avez-vous déjà voyagé en jet privé, monsieur Rafford, demanda mademoiselle Corvallo alors que nous montions à bord. Je n'ai même jamais voyagé en première classe. L'intérieur ressemblait à une suite d'hôtels de luxe. Siège en cuir crème, table en bois poli, une chambre à l'arrière. Une équipe médicale était déjà à bord, préparant le matériel. Le docteur Sarah Ashford se présenta comme le médecin personnel d'Henri. Votre sang va nous permettre de réaliser une opération qui lui sauvera la vie, expliqua-t-elle alors que nous décollions. Sans cela, nous ne pourrions pas risquer l'intervention. Vous êtes littéralement son seul espoir. Pendant le vol,
Mademoiselle Corvallo me montra d'autres photographies. Mon père, Vincent, à différents âges, toujours aux côtés d'Henri, à un mariage, sur un yacht, à ce qui ressemblait à une réunion du conseil d'administration. Sur chaque photo avant 1973, il avait l'air piégé. Puis elle me montra une dernière photo. Celle-ci a été prise la veille du départ de Vincent. Elle montrait mon père debout seul sur un quai, regardant la Méditerranée. Même sur la vieille photographie, je pouvais voir le désir dans sa posture, le besoin d'être ailleurs. Quelqu'un d'autre. Il a laissé une note, dit mademoiselle Corvallo. Henri l'a gardée toutes ces années. Elle me tendit un morceau de papier jauni. L'encre était pâlie, mais toujours lisible. C'était en anglais, écrit de la main distinctive de mon père. Henri, quand tu liras ceci, je serai parti. Non pas parce que je te déteste, toi ou notre famille, mais parce que je t'aime trop pour devenir quelqu'un que je ne suis pas. L'entreprise, l'argent, les attentes, tout cela est à toi. Tu es né pour ça. Je suis né pour autre chose. Je vais en Amérique pour découvrir quoi. Peut-être que j'échouerai, mais ce sera mon échec, gagné de mes propres mains. Dis à papa et maman que je suis désolé. Dis-leur que je serai toujours leur fils, juste pas celui qu'ils avaient prévu. Et dis-toi, mon frère, que ce n'est pas un adieu. C'est juste moi qui apprends enfin à respirer. Vincent. Nous avons atterri à Monaco au coucher du soleil. L'hôpital ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Plus un hôtel de luxe qu'un établissement médical. Henri se trouvait dans une aile privée qui occupait un étage entier. Quand ils m'ont emmené dans sa chambre pour la première transfusion, j'ai enfin rencontré mon oncle. Il était plus petit que je ne l'imaginais, fragile contre les draps blancs, mais ses yeux, ils étaient exactement comme ceux de mon père, sombres et intelligents, porteurs de décennies d'histoire. Vous avez les yeux de votre grand-mère, dit-il en anglais avec un accent, sa voix faible mais claire. Le fils de Vincent. Il m'a écrit une fois, vous savez, quand vous êtes né. Il a dit qu'il vous avait nommé Colton, d'après l'Ouest américain dont il était tombé amoureux. Il disait que vous étiez sa plus grande réussite, plus grande que tout ce que la fortune des Marot aurait pu lui donner. La transfusion a duré 4 heures. Henri et moi avons parlé entre ces moments de repos, de la jeunesse de mon père, de l'empire maritime que leur père avait bâti, de la dispute qui avait poussé Vincent à devenir Russell. Il ne s'agissait jamais de l'argent, dit Henri, faisant écho aux paroles de mon père. Il s'agissait de choix. Je voulais qu'il choisisse la famille. Il voulait se choisir lui-même. Nous avions tous les deux raison. Nous avions tous les deux tort. Regrettez-vous de ne pas l'avoir contacté? Chaque jour. Mais j'ai respecté son choix. C'était le seul cadeau que je pouvais lui faire, sa liberté. L'opération a eu lieu le lendemain matin. Mon sang, ce sang en or rare qui coulait dans mes veines sans que je le sache depuis 48 ans, l'a rendu possible. Henri a survécu, il a même prospéré. En 3 jours, il était assis, le teint retrouvé, faisant des blagues avec ses enfants. Mes cousins, devais-je me rappeler. Les 2 millions de dollars sont apparus sur mon compte comme promis. Mais ce n'était pas le seul cadeau. La fille d'Henri, Isabelle, était une développeuse à succès qui s'étendait sur les marchés américains. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend la démolition et la reconstruction, a-t-elle dit lors d'un dîner lors de ma dernière soirée à Monaco. Quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance, un membre de la famille. J'ai perdu mon entreprise. J'ai échoué. Vous avez perdu une bataille contre la bureaucratie. Ce n'est pas la même chose que d'échouer. D'ailleurs, sourit-elle. Un sourire que je reconnus comme celui de mon père. Les Marot sont très doués pour repartir de zéro. C'est dans votre sang, littéralement. Je suis retourné en Amérique 3 jours après l'opération, mais je n'étais plus le même homme qui était entré dans ce centre de don de plasma, désespéré pour 50 $. Les 2 millions de dollars sur mon compte étaient réels. J'ai dû vérifier l'application bancaire 40 fois juste pour m'assurer que les chiffres ne disparaissaient pas. Mais plus que ça, je portais en moi la connaissance de qui j'étais vraiment, d'où je venais vraiment, et pourquoi mon père avait choisi de tout enterrer. Mon premier arrêt fut au PK. Papa attendait dans son duplex, le café déjà prêt, assis à la même table de cuisine où il m'avait appris les tables de multiplication et m'avait aidé avec mes candidatures pour l'université. Mais maintenant, je le voyais différemment. Pas seulement Russell Rafford, ingénieur ferroviaire à la retraite, mais Vincent Marot,
l'homme qui avait tout quitté pour ne devenir rien, puis s'était bâti une existence réelle. Henri t'envoie ses salutations, dis-je en m'asseyant en face de lui. Va-t-il bien? Il va s'en sortir. L'opération a été un succès. Il voulait que je te dise que tu es le bienvenu à la maison quand tu le souhaites. Papa sourit, ce genre de sourire triste qui porte des décennies d'histoire compliquée. Je suis à la maison, Colton. Je suis à la maison depuis le jour où j'ai rencontré ta mère dans ce restaurant à Omaha. Parle-moi d'elle. Parle-moi de tout. Pendant les 6 heures qui suivirent, mon père redevint Vincent, me racontant des histoires que je n'avais jamais entendues. Comment il était arrivé à New York avec $20 000 qu'il avait secrètement économisés et la détermination de disparaître. Comment il avait pris un travail au chemin de fer parce que cela signifiait un mouvement constant, difficile à suivre. Comment il avait rencontré ma mère, Linda, lorsque sa locomotive était tombée en panne au Nebraska, et qu'elle lui avait servi du café et de la tarte en lui demandant pourquoi un si bel homme avait l'air si triste. Elle n'a jamais su, dit-il. J'ai voulu le lui dire 100 fois, mais comment expliquer que vous n'êtes pas qui vous prétendez être? Comment dire à la femme que vous aimez que vous mentez depuis le jour de votre rencontre? L'as-tu déjà regretté? Chaque Noël, quand je ne pouvais pas lui offrir les choses qu'elle méritait. Chaque fois que tu avais besoin de quelque chose que je ne pouvais pas me permettre. Mais ensuite, je vous regardais, toi et Vaughn, jouer dans le jardin, construire des forts avec des boîtes en carton, et je savais que j'avais fait le bon choix. Tu as grandi libre, Colton. Libre d'échouer, libre de réussir, libre d'être exactement qui tu es. Ça vaut plus que n'importe quel héritage. J'ai appelé Bryce ce soir-là depuis ma chambre d'hôtel. Papa, comment s'est passé l'entretien à Davenport? Je ne suis pas allé à Davenport, fiston. Il s'est avéré que j'avais un endroit plus important où être. De quoi parles-tu? Ton grand-père a des histoires à te raconter. Et tu n'auras plus à te soucier des frais de scolarité, ni de rien d'autre d'ailleurs. Papa, tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donné du sang, Bryce. Il s'avère que parfois, quand on pense être au plus bas, on est en fait exactement là où on doit être. Le lendemain matin, j'ai appelé Malora depuis ma voiture de location. Colton, pourquoi m'appelles-tu? Je t'ai dit que mon avocat s'occuperait de tout. Je n'appelle pas pour me réconcilier, Malora. J'appelle pour te remercier. Me remercier de t'avoir quitté. De m'avoir traité de perdant, de m'avoir montré qui tu étais vraiment. Parce que si tu étais resté, je ne serais jamais entré dans ce centre de don de plasma. Je n'aurais jamais découvert ce qu'il y avait dans mon sang. Je n'aurais jamais appris qui je suis vraiment. De quoi parles-tu? Je parle de découvrir que parfois, être brisé est le seul moyen de découvrir de quoi on est vraiment fait. Au revoir, Malora. Et une belle vie. Je le pense sincèrement. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à avoir le dernier mot avec quelqu'un qui pensait avoir déjà écrit ma fin. En un mois, j'étais de retour aux affaires. Raffort International Démolition, une filiale de Maro Développement. Mon premier projet était un contrat de $40 millions à Chicago. J'ai réembauché 6 de mes anciens membres d'équipe, des gars qui m'étaient restés fidèles même quand je ne pouvais pas leur payer leur dernier chèque. Patron, j'ai entendu dire que tu avais hérité d'un peu d'argent de famille, a dit mon contremaître Jake le premier jour. Quelque chose comme ça, j'ai répondu. Il se trouve que j'ai de la famille dans le transport maritime. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon nouveau bureau, pas aussi grand que l'ancien, mais solide, réel, gagné avec mon sang au sens le plus littéral du terme. Mon père, Russell Rafford, ou Vincent Marot, selon son humeur ce jour-là, était assis en face de moi. Nous examinions les candidatures pour un nouveau programme de formation que je lançais, offrant aux jeunes de milieux difficiles une chance d'apprendre la démolition et la construction. Donnez aux gens une seconde chance, dit-il, approbateur. Quelqu'un m'a dit un jour que l'échec, ce n'est pas de tomber, c'est de rester à terre. Et parfois, papa, il faut tout perdre pour découvrir ce que l'on vaut vraiment. 2 millions de dollars, apparemment, plaisanta-t-il. Non, dis-je, en pensant à Henri, à une famille que je n'avais jamais su que j'avais. À un sang qui me reliait à quelque chose de plus grand que moi. Il s'avère que je vaux exactement ce que tout le monde vaut. Ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour survivre. J'ai juste eu la chance de découvrir ce que c'était. Le centre de don de plasma a appelé la semaine dernière.
Un autre patient au sang rare a besoin d'aide. Cette fois, je n'ai pas hésité. Certains dons se trouvent dans ce que nous construisons, d'autres dans ce que nous accomplissons. Mais parfois, la chose la plus précieuse que nous ayons est ce qui coule dans nos veines depuis toujours. Nous avons juste besoin d'être suffisamment brisés pour le découvrir. Je m'appelle Colton Rafford. Je suis le fils de Vincent Marot, qui a choisi de devenir Russell Rafford. Je suis le neveu d'Henri Marot, que j'ai sauvé avec le sang qu'il cherchait de l'autre côté de l'océan. Je suis le père de Bryce, qui héritera à la fois de l'histoire et du choix de ce qu'il en fera. Et j'ai appris que, parfois, être traité de perdant est la première étape pour découvrir ce que signifie vraiment gagner. Il m'a juste fallu vendre mon sang pour $50 pour découvrir que je valais des millions. Non pas à cause de ce que j'avais bâti ou perdu, mais à cause de ce qui était en moi depuis le début. La chose la plus rare en nous n'est pas ce que nous accomplissons ou ce que nous gagnons. C'est ce que nous portons sans le savoir, attendant le bon moment, le bon besoin, le bon matin désespéré pour se révéler. Mon père a choisi d'être ordinaire et est devenu extraordinaire à cause de cela. J'ai été forcé de devenir ordinaire et j'ai découvert que j'étais extraordinaire depuis le début. C'est ça, le truc avec le sang. Il ne se soucie pas de votre compte en banque, de vos échecs ou de ce que votre ex-femme pense de vous. Il coule simplement, transportant des dons que vous ne savez pas que vous possédez jusqu'à ce que quelqu'un en ait besoin pour survivre. Et parfois, c'est suffisant pour tout changer. Si vous avez trouvé cette histoire précieuse, si elle vous a fait réfléchir différemment sur l'échec, la famille ou les dons que nous portons sans le savoir, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous sur un moment où votre plus bas niveau a mené à une découverte inattendue. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur des gens ordinaires découvrant des vérités extraordinaires cachées dans les endroits les plus inattendus. Parce que tout le monde a quelque chose qui coule dans ses veines. Parfois, c'est du sang en or. Parfois, c'est juste la force de continuer. Mais ça vaut toujours plus que vous ne le pensez.